Bonsoir à tous, vous regardez Bienvenue en Île-de-France sur le Figaro TV. À partir de ce soir démarre le long week-end de l'Ascension pour différentes raisons. Vous, moi, on va passer le week-end dans la capitale et sa région. La bonne nouvelle, c'est qu'à Bienvenue en Île-de-France, on a cogité pour vous à des sorties, balades sportives ou culturelles. On n'y pense pas assez, mais le voyage est à portée de Navigo, l'aventure parfois au bout du quai du RER. Dans un instant, mes trois invités nous feront des propositions de sortie pour un week-end entre nature et patrimoine. Et puis dans notre page culture, on parlera du dernier sacre, c'est celui du roi Charles X. Il y a 200 ans, jour pour jour, le dernier des Bourbons se faisait couronner à Reims, une cérémonie au faste inouï. La Galerie des Gobelins à Paris nous plonge dans les coulisses des préparatifs de cette extraordinaire cérémonie du dernier sacre français. Geoffroy Caillet, rédacteur en chef du Figaro Histoire, sera là tout à l'heure avec nous pour en parler. Voilà, vous avez le programme. Bienvenue en Île-de-France, c'est parti. Bonjour à tous, on va démarrer cette émission par un petit tour de table des présentations. Vianney Delourme, vous êtes le président et cofondateur de Enlarge Your Paris. Est-ce que mon accent est bon? Il est parfait. Avec vous, on va partir en randonnée en Île-de-France. Vous allez nous proposer 2-3 idées de sortie. Bonsoir Antonin Cougy. Bonsoir. Avec vous, on va partir naviguer sur une des très jolies rivières de l'Île-de-France, c'est la Marne. Vous êtes le président de l'association Canoë 77 en Seine-et-Marne. Et enfin, bienvenue, Aymeric Darcimol. Vous êtes le directeur du développement et du marketing du château de Chantilly. Et avec vous, on va s'offrir une pause culturelle et peut-être gourmande aussi. Chantilly, ça appelle la gourmandise dans ce magnifique écrin qu'est le château de Chantilly. Allez, on va démarrer par chausser nos baskets et on va partir en randonnée avec vous, Vianney. Sur les sentiers de l'Île-de-France. Donc vous êtes le président de Enlarge Your Paris. C'est un site d'info local, c'est ça? C'est un site d'information qu'on a créé il y a une dizaine d'années. Parce qu'on était tout un groupe de journalistes et on n'était pas, moi j'étais d'ailleurs au Figaro, et on n'était pas très satisfait de la manière dont la culture extramuros était partagée avec nos lecteurs. Et on a créé un blog qui est devenu un vrai site de presse et qui raconte tout ce qu'on peut faire dans l'extramuros en termes de patrimoine, nature et culture, avec une prédilection pour ce qui est accessible en pass Navigo. 2015, qui est à peu près le moment où on se lance, c'est le dézonage du pass Navigo. Ouais. Et on a maintenant ce petit carré en plastique pour aller au boulot, mais ça nous permet aussi de faire d'autres choses. De faire un milliard de trucs. Ouais. Et c'est ça qu'on partage effectivement à nos 2 millions de lecteurs maintenant. Donc, comme moi, vous pensez que l'aventure est au bout du quai du RER et à portée de main d'un pass Navigo, hein, c'est ça? Absolument. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas encore complètement intégré. Tant mieux pour nous, mais on a une chance extraordinaire. En Île-de-France, on a 400 gares SNCF accessibles avec le pass Navigo. Il n'y a pas de région équivalente en Europe, c'est même pas en France, en Europe. Il n'y a pas un territoire qui est aussi bien irrigué par les RER, les Transiliens, etc. Je parle des gares, pas des arrêts de bus ou des trams. C'est inouï, c'est vraiment quelque chose d'incomparable. Alors, ce soir, vous allez nous proposer, parce qu'on est le jeudi de l'Ascension, il y a ce week-end qui se présente, qui est devant nous. On ne pense pas assez souvent au terme de randonnée avec Île-de-France. Or, l'Île-de-France regorge de sentiers, c'est ça? Et on peut randonner à loisir. Effectivement, l'Île-de-France, c'est la randonnée, c'est deux termes qui ne sont pas associés dans l'esprit des gens. D'ailleurs, à la Fédé de rando, ils sont bien désolés, mais on a plusieurs milliers de kilomètres de sentiers balisés en Île-de-France. C'est d'ailleurs en Île-de-France que la randonnée est inventée par un ancien soldat de Napoléon à Fontainebleau pour développer le tourisme. Il commence dans la forêt de Fontainebleau, il crée des espèces, avant Michelin, avant le GPS, il met des coups de peinture sur les arbres, il crée des parcours un peu comme ça. Ça, c'est au 19e siècle, et depuis, ça s'est développé dans le monde entier. C'est une invention mondiale de Fontainebleau. Et en Île-de-France, on a des milliers de kilomètres de sentiers de rando. Et 50% de l'Île-de-France, c'est des forêts et des terres agricoles. Oui, on l'oublie trop souvent. Mais on n'en a aucune idée. C'est combien donc de sentiers qui sont randonnables? Je sais pas si on marchables. Marchables. Si vous avez des sentiers de randonnée entretenus par la Fédé,
il y en a peut-être 4000 kilomètres en Île-de-France. 4000 kilomètres. Oui, c'est sidérant. Ouais. Et vous rajoutez à ça les chemins ruraux. En fait, on a un territoire merveilleux. Alors, par exemple, ce samedi matin, j'emmène pour le compte d'un transporteur public francilien qui est la SNCF, un groupe d'une centaine de randonneurs. Ouais. On a rendez-vous à 11h à Corbeil-Essonnes. Ouais. Et on va remonter les marais de l'Essonne. L'Essonne, le département doit son nom à une rivière. Et personne ne sait que, en fait, il y a pas mal de dynasties de papetiers, les Darblay. Enfin, vous avez un territoire merveilleux. Vous remontez sur 20 km cette rivière. Vous êtes en pleine nature. Il y a des oiseaux partout. Vous êtes entouré de jolis villages en meulière. Enfin, c'est un dépaysement complet. Donc ça, c'est à 35 minutes de Paris avec le RERD. Donc concrètement, on y va de quelle station à quelle station, par exemple ça, Alors, je crois que c'est Corbeil-Essonnes-Balancourt. Oui. Là, on se retrouve vraiment dans les diverticules du RERD. Ouais. Et je pars avec une amie ethnobotaniste et qui est forestière aussi. Elle est agent forestier et elle va nous raconter la vie des arbres, leur dépérissement après 5 années de sécheresse, à quoi sert un arbre, pourquoi tel arbre, etc., etc. Donc, c'est absolument passionnant. Et dans le même temps, on organise une deuxième balade et pour vos téléspectateurs, on va mettre en place quelques nouvelles places dans l'heure qui vient. Génial. Et on propose un départ de la Marne à vélo. Oui. À Torigny. Oui. Là, on nous a prêté 20 vélos pour aller faire les berges de la Marne et puis aller voir le château de Rantilly, qui est un château 19e qui n'était pas hyper intéressant et qui était recouvert il y a 10 ans de plaques de verre. Il a un peu été christoïfié en verre et c'est un lieu d'art contemporain. Donc on va aller le voir d'un coup de vélo, enfin 25 km quand même, et on passe par Noisiel et la chocolaterie où a été inventée la tablette de chocolat. Invention mondiale aussi, au 19e siècle. Vous voyez, il y a plein de trucs à faire, tout le temps. Bon, on peut partir, si on a des petits-enfants, enfin peut-être des 7-8 ans, peut-être, hein, les enfants démarrent la marche vers 7-8 ans, enfin marche randonnée, j'entends. Il y a des choses à faire avec des sentiers spécifiquement familiaux, je dirais. Il n'y a pas de sentier spécifique pour les enfants. Moi qui ai beaucoup emmené les miens marcher jusqu'à 11 ans, on leur fait faire ce qu'on veut. Ouais. Donc, j'ai une fille qui, à 8 ans, pouvait marcher 20 km. Et là, maintenant... 20 km ouais. Mais les enfants, ils sont très costauds. Mais c'est à partir de 11 ans, vous avez l'impression que vous êtes en train de leur arracher 10 membres, quoi. Ils n'en veulent plus de ces histoires. Donc, il faut faire gaffe, il ne faut pas se tromper, il faut avoir de l'eau. Ouais. Il faut regarder... Quels sont les premiers conseils? Voilà, de l'eau, des bonnes chaussures, beaucoup évidemment. D'eau, des bonnes chaussures, toujours de l'eau et un chapeau, de la crème solaire, parce que là, ce week-end, ça va vraiment taper. Hein, samedi 27... on va être bien cuit à la fin de notre itinéraire. Et pour les enfants, il faut imaginer des parcours avec des gares pas très loin. Comme ça, vous avez une solution de rabattement si jamais il y a une panne sèche, quoi. Et il ne faut pas dégoûter les enfants, il faut les initier, il faut y aller lentement. Moi, je les ai trop traînés dans les forêts d'Île-de-France. Ils ne veulent plus entendre parler de ces histoires. Pour l'instant, mais ils vont y revenir, sans doute. Ouais. Je crois que j'ai lu sur votre site qu'on pouvait partir aussi à la découverte des sentiers parisiens à dos d'âne. On peut, alors effectivement, il y a dans le Vexin, il y a des loueurs d'ânes et on peut faire des balades. Alors c'est pas la route de Stevenson, mais le chemin de Stevenson, mais c'est assez sympa. Et le parc naturel du Vexin, qui fête ses 30 ans cette année, c'est un endroit d'une beauté et c'est d'une beauté extraordinaire. Donc franchement, là pour emmener les enfants, c'est cool parce que si les enfants fatiguent, vous les mettez sur l'âne et puis la présence de l'animal, de toute façon, ça capte l'attention des enfants. Ils ne s'ennuient pas et ils se retournent moins vers leurs parents pour leur dire quand est-ce qu'on arrive. C'est la traditionnelle question. Et si on veut bivouaquer, faire du camping, il y a une offre intéressante en Île-de-France pour ça ou pas? Alors le bivouac, le camping sauvage sont interdits. Le bivouac et le camping en forêt sont strictement interdits, et là pour des raisons de sécurité, parce qu'il y a des départs d'incendie régulièrement provoqués par des gens qui font des barbecues. Ça, c'est une plaie absolue. À l'ONF, ils sont ils sont plus que stressés par le comportement incivique de certains campeurs et randonneurs sauvages. Ouais. Il y a un lieu de tolérance dans la forêt de Fontainebleau de l'ONF où il faut avoir quitté à 8h du matin. Là, c'est possible, mais sinon, regardez plutôt du côté des campings
officiels. Il y en a quelques-uns. Donc on peut camper d'ailleurs sur notre site Enlarge Your Paris. Et cette semaine, et ça n'est pas un fait exprès, on a un article sur où camper en Ile-de-France. Donc voilà, alignement formidable. Des planètes. Alignement des planètes. Formidable. Mais sinon, il y a pas mal de chambres d'hôtes un peu partout. Et si je vous partage juste un coup de cœur. Ce sera la dernière intervention. Je suis en train de préparer la descente de la Seine à pied jusqu'à la mer, depuis le Grand Paris jusqu'à la mer. Oui. Donc une croisière fluviale pédestre qu'on va faire sur 2 ans. Et vendredi dernier, j'ai fait le repérage depuis Mantes-la-Jolie, avec son église absolument extraordinaire, jusqu'à Giverny, dans un paysage francilien et un tout petit peu normand. Et je me suis dit, ça fait 10 ans que tu marches en Ile-de-France et il n'y a aucune lassitude, tellement notre territoire est méconnu, est beau et est une invitation à aller se balader. C'est vraiment, on a une chance absolument incroyable. Donc il faut le dire et le redire. Voilà. Et le faire savoir. Oui. Vous diriez que vous, ce que vous observez, la randonnée, les sentiers sont de plus en plus fréquentés ou pas? Il y a quand même... Il y a une explosion de la pratique avec une nouvelle génération de randonneurs. Oui. Des plus jeunes, c'est ça? Oui, des 20-30 ans. On les voit, par exemple, quand il y a un train qui, le samedi et le dimanche, s'arrête à une gare qui s'appelle Fontainebleau-Forêt. Oui. C'est une gare qui n'a pas de gare, qui est en pleine forêt. Oui. Et le train, dans le sens Paris-Province ou Paris-Banlieue, s'arrête à, je crois, 9h30 et 10h30. 1 minute sur le ballast, et là, il y a un lâcher de randonneurs. Il y a un flot, c'est ça, de randonneurs? Ça tombe de partout, et les gens descendent avec leurs vélos, leurs trucs pour faire de l'escalade, etc. Donc là, c'est des 25-35 ans, il y a des centaines de personnes, mais il y a déjà du surtourisme, en fait, parce qu'ils vont tous au même endroit, c'est très instagrammé, et il faudrait sortir des sentiers battus, suivre le GR1 qui fait le tour de l'Île-de-France, qui est une merveille absolue, le GR de la Ceinture Verte francilienne, qui est un truc inouï, extraordinaire, qui a 50 ans, qui est très près du Grand Paris et qui est très accessible et où personne ne va. Donc, il y a plein de nouveaux randonneurs, mais ils vont tous au même endroit. Ils vont tous au même endroit. Dommage. Donc, pour en savoir plus, il faut aller sur votre site, Enlarge You Paris, pour faire connaissance avec différents sentiers et idées de sortie. Merci à vous. Donc, on se retrouve, je m'inscris, on se retrouve samedi, c'est ça? À Corbeil-Essonnes. À quelle heure? Ouais, 10h30. 10h30, ça va, c'est pas trop tôt pour ce week-end. Et il faut partir à 9h40 des Halles. Merci Vianney d'avoir été avec nous. On va se déchausser et puis on va enfiler un maillot de bain ou une combinaison pour sauter dans un canoë. On saute avec vous dans ce canoë Antonin Cougy. Vous êtes le président de l'association Canoë 77 parce que vous êtes en Seine-et-Marne. Vous proposez d'explorer en canoë la Marne. J'ai appris en préparant cette émission, je ne le savais pas, j'ai plein de choses encore à apprendre sur cette région de l'Île-de-France, que la Marne c'était la plus longue rivière de France. Hein. Alors, la Marne, oui, mais nous, on exploite sur le Grand Morin. C'est un affluent de la Marne. Donc, en gros, ça va se jeter après dans la Marne. Nous, vraiment, Canoë 77, c'est une entreprise qui est sur le Grand Morin. Oui. On exploite sur 20 km à peu près. Et donc, on a une clientèle familiale et aussi entre amis qui viennent 7 jours sur 7 de mi-avril à fin septembre. Alors, vous proposez, je crois, c'est ce que j'ai lu, 2 parcours. Il y en a un qui est accessible à tous. Commençons par celui-ci. Racontez-nous alors. Alors, c'est le parcours principal, c'est celui qu'on le fait le plus, parce qu'il est accessible à tous, effectivement. On peut partir des enfants de 5 ans jusqu'à des personnes de 70, 75 ans. La seule chose qu'on demande, c'est que les gens soient à l'aise avec l'eau. Tout le monde a des petits gilets de sauvetage, c'est important, mais juste tant qu'on est à l'aise avec l'eau, on peut venir faire du canoë chez nous. Ça reste tranquille, c'est de la rivière classe 1-2. Donc vraiment, classe 1-2, ça veut dire que c'est une rivière sage, hein, c'est ça? Ça veut dire que c'est plat. C'est plat, de temps en temps il y a des petites vaguelettes, ça reste des petits moments un peu sympas, mais ça reste ludique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune condition physique, ne serait-ce celle qu'il faut savoir nager, du moins être à l'aise dans l'eau. Donc c'est accessible à tous. Ce petit parcours-là fait 6 km, donc ça dure 1h30, 2 heures à peu près. Faut compter 2h30 le temps qu'on fasse la navette, le briefing, parce qu'on explique aux gens comment pagayer, comment partir sur l'eau en toute sécurité. Et après, ça dure 1h30, 2 heures sur l'eau, quoi. Donc c'est vraiment accessible à tous. À tous. Et il y a un deuxième parcours qui est plus sportif, hein, celui-là. Hein. C'est ça qui dure plus longtemps. Hein. Exactement. Alors pour qu'on ait une idée, sportive, jusqu'à quel point en fait? Alors c'est pas dangereux, c'est juste qu'en fait, ça fait 18 km. Donc c'est le même principe qu'une randonnée, vraiment. Donc c'est plutôt une question d'endurance. C'est une question d'endurance, 100%. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en gros, on conseille ça pour un petit couple sportif, 4-5 personnes
entre 20 et 50 ans qui veulent faire ça toute une journée. Donc on sait toujours de venir faire la petite descente pour pouvoir profiter et si ça leur plaît, revenir faire une grande descente. Parce qu'on a eu les premières années, ça fait 14 ans qu'on est ouvert, les premières années, des gens venaient pour faire le grand parcours directement et ils commençaient à tirer la langue en plein milieu. Comme l'intervenant le disait tout à l'heure. Et là, c'est quoi? C'est les bras? Ça tire surtout dans les bras? Ça tire sur les épaules, effectivement. Et puis même, au bout d'un moment, c'est comme une randonnée à pied, ça peut être un petit peu lassant. Si on est avec des parties avec des enfants, si on est parti avec des gens qui voulaient juste faire une petite heure ou deux de canoë et profiter après autour d'un barbecue, et ben là, non. Vous êtes parti pour 6 heures de canoë sur une grande descente. Donc, il faut s'équiper. Il faut s'équiper un peu comme la rando, chapeau, crème et tout ça. Exactement, il a fait mon briefing pour moi. C'est au final, crème solaire très important pour les enfants, un petit chapeau pour les enfants aussi. Après les adultes, voilà, prenez de l'eau, comme ça on est sûr de ne pas en manquer, mais il n'y a rien besoin. Qu'est-ce qu'on découvre en naviguant sur cette rivière, hein? Alors je pense, qu'est-ce qu'on voit? Pour tous les franciliens qui sont jamais trop sortis de la petite couronne, ils vont découvrir énormément de choses. Chez nous, on est au bout de la ligne P, c'est-à-dire que c'est à 35-40 minutes de Paris. Passe Navigo aussi compris, donc ça, il n'y a pas de souci. Donc pour venir vous voir concrètement, donc je pars de Châtelet, je partez de Gare de l'Est. Gare de l'Est, et vous arrivez je m'arrête où? À Farmoutier-Pommeuse. Ok. Et donc là, c'est l'arrêt, vous êtes à 300 mètres du départ, vous descendez en canoë et vous arrivez après la gare de Guérard, à notre base d'arrivée. Là, sur notre base, il y a une petite guinguette qui vous attend, poulet, braisé, frites maison. Donc si vous avez besoin de manger un petit coup... Une petite bière ou pas? Avec une petite bière, bien sûr, on ne force jamais, mais dans tous les cas, avec plaisir, une petite bouteille d'eau, une petite bière sans problème. Et après, là, il y a la gare de Guérard, qui est la même ligne, qui repart à Gare de l'Est. Donc on peut faire ça tout à fait à pied. À 100%. À 100%, aller, en voiture retour. et en transport. Alors ces paysages, parce que j'ai fait un peu un détour par la guinguette et la buvette entre-temps, qu'est-ce qu'on découvre comme paysage? Vraiment, ce qui est top, c'est pour les enfants comme pour les adultes, on va découvrir plein de petits animaux, il va y avoir des oiseaux, beaucoup de petits insectes, des petites libellules bleues, vraiment des choses très, très belles qu'on voit que autour des rivières. On va avoir beaucoup de canards, beaucoup aussi de canards qui se reproduisent, donc avec des tout petits canetons, effectivement. C'est très mignon. Et pour expliquer ça aux enfants, c'est super parce qu'en fait, vous êtes tout seul dans votre canoë. Et donc, vous avez le temps. Donc, pendant un quart d'heure, vous pouvez discuter d'un seul pleureur. Vous pouvez discuter de ce que vous voulez. Vous avez vraiment le temps au fil de l'eau. Et on a vraiment cette image de l'Île-de-France bétonnée, mais dès qu'on arrive chez nous, on n'est plus du tout au même endroit. On est déconnecté, on entend le bruit de l'eau, le bruit de la nature. Vraiment, c'est dans la douceur de ces descentes et de la rivière. Hein, c'est ça. Ça coûte combien Alors c'est 25 € par personne. Après, quand c'est un enfant de moins de 10 ans, on peut les mettre en 3e sur les canoës, comme ça, ils ne payent pas. Mais en règle générale, c'est 25 € par personne. Est-ce que parfois, vous proposez, vous, un membre de l'association, d'embarquer avec les familles, par exemple, pour servir de guide, pour expliquer la faune, la flore? Enfin, c'est une proposition que vous faites, ça, ou pas? On le faisait avant avec tous les groupes scolaires. En gros, moi, je partais en tant que moniteur sur l'eau. J'ai beaucoup moins de temps maintenant parce qu'on accueille beaucoup de monde. Mais ça nous arrive, c'est-à-dire qu'en gros, la semaine dernière, on a eu un groupe d'handicapés mentaux. Je fais un petit clin d'œil à l'association Bahamas, qui est une association d'handicapés pour la natation. Et ils sont venus, un des participants ne pouvait pas le faire, pour une question simple. Il ne pouvait pas faire l'activité. Et finalement, je lui ai dit, pas de souci, viens avec moi. Mes collègues se sont occupés du groupe. On est partis à l'arrivée, on est partis ensemble pendant une demi-heure, 1 heure sur l'eau, tous les deux. Et là, effectivement, je me suis permis de le faire. Je peux pas le faire tout le temps, mais ce petit avait besoin de ça, donc on a passé 1 heure tous les deux dans l'eau et c'était super. C'était un moment très émouvant pour lui et pour moi. Qu'est-ce qui vous lie, Antonin Cougy? On sent votre passion et votre attachement pour cette rivière. C'est un attachement qui vous vient de votre enfance. Vous êtes un habitant, c'est ça? Alors, pour commencer, oui, je suis né à Guérard, ce petit village de 2000 habitants. D'accord. Là où il y a notre base à l'arrivée, donc je suis né là-bas. Et aussi, mon père était dans le canoë. C'est-à-dire qu'en gros, il était instituteur. Et il a toujours été passionné par le canoë, donc il m'a entraîné depuis que je suis tout petit. Vous avez transmis sa passion-là, exactement. Et moi, à 20 ans, j'ai monté l'entreprise il y a 14 ans. Quelle est la qualité de l'eau de cette rivière? On parle souvent de la qualité ou de la moyenne qualité de la Seine, mais la Marne, quelle est la qualité de l'eau? Le Grand Morin, il n'y a aucun souci, même la Seine, très honnêtement. En amont de Paris, il n'y a pas de souci. C'est effectivement, dès qu'on va commencer à arriver dans la petite couronne,
c'est là qu'il y a des choses qui sont déversées dedans, jetées dedans. Nous, on est vraiment en amont de ça. Le Grand Morin va se jeter dans la Marne va se jeter dans la Seine. C'est préservé, c'est un endroit préservé. Il y a juste des champs autour, c'est des forêts, des champs, de temps en temps un petit village, comme je disais, 2000 habitants. On est vraiment sur quelque chose de très préservé, il n'y a pas de souci. Il y a des tests qualité de l'eau qui se font chaque année. Ils viennent, ils nous préviennent aussi, ils viennent, on regarde les tests aussi avec eux. Donc il n'y a pas de souci, à chaque fois on regarde, ils testent tout, ils testent le nombre de poissons, ils testent absolument tout et il n'y a aucun souci là-dessus. Depuis que je suis tout petit, je me suis toujours baigné dans le Grand Morin. C'est ce que j'allais dire, est-ce qu'on peut sortir du canoë et sauter et se baigner? Ouais, bien sûr, nous les familles font ça, c'est-à-dire qu'ils vont sauter dans l'eau, ils vont chahuter entre eux, ils vont se jeter de l'eau, bien sûr, c'est fait pour. C'est pas un espace de baignade, c'est-à-dire qu'on n'a pas de plage, mais par contre, bien sûr, pendant toute la descente, les participants sautent à l'eau, remontent dans le canoë. C'est pour ça qu'on a une petite bonbonne étanche pour mettre toutes les affaires dedans, laisser au sec, et tout le reste, ils font ce qu'ils veulent, il n'y a pas de souci. Bon, j'imagine que pour ce week-end de l'Ascension, a priori, vous attendez pas mal de monde. Il y a déjà pas mal de réservations, oui, il fait assez beau, donc... Donc tout le monde a regardé la météo et s'est dit... Tout le monde a regardé la météo, tout le monde s'est dit on va se jeter à l'eau, donc oui, il y aura du monde. Mais après, c'est une rivière très sinueuse, donc c'est-à-dire que si vous êtes à 100 mètres d'un autre canoë, vous ne le voyez presque pas, parce que c'est souvent... Après, il y a un petit virage, et donc en fait, vous ne voyez pas les canoës qui sont devant ou derrière vous. Donc au final, vous avez croisé quelques canoës dans la rivière, mais très peu. Donc on peut s'offrir aussi un moment de calme et de solitude, bien que la rivière soit relativement fréquentée en fait. C'est le principe, c'est si vous partez avec un petit groupe de 5, vous allez croiser un petit canoë de temps en temps, mais vous serez vraiment que avec votre groupe de 5. C'est ça qui est plaisant aussi, c'est d'être dans l'intimité de soit sa petite famille, soit son petit groupe d'amis, et c'est pour ça qu'on vient chez nous, pour pouvoir avoir quelque chose... Donc, comment on fait concrètement? Je m'inscris, il faut s'inscrire à l'avance, je vais sur votre site, etc. C'est ça, sur notre site, exactement. Vous rappelez l'adresse? canoë-77.com. Donc, faut pas hésiter. C'est 7 jours sur 7, soit 10h, soit 14h. Et vous réservez directement en ligne. Il n'y a aucun problème. Des départs fixes, c'est ça ou non? C'est ça, départ fixe. Un départ à 10h, un départ à 14h. Ça laisse un petit temps pour la petite bière après, c'est pour ça. Faut pas. Avec modération, Antonin. Bien sûr. Merci, Antonin Cougy, d'avoir été avec nous. Alors, après avoir marché, après avoir fait du vélo, peut-être avoir barboté dans les rivières, et bien on va prendre la direction du château de Chantilly avec vous, Aymeric Darcimol. Vous êtes le directeur du développement et marketing du château de Chantilly. Alors, vous, comment on vous rejoint depuis la capitale? Alors c'est très très simple. Déjà merci de nous avoir invités. Petit écart, on est dans les Hauts-de-France. Hauts-de-France, oui. Au bord de l'île de France. On le rejoint par le TER en 25 minutes ou par le RERD un petit peu plus long. Donc vous aussi, vous êtes à portée de Passe Navigo. Absolument, presque. Donc voilà, après, une gare Chantilly-Gouvieux. Et ensuite, soit à pied, le parcours est magnifique, vous longez l'hippodrome et vous arrivez aux grandes écuries. On met combien de temps à pied pour vous rejoindre? Une vingtaine de minutes. Petite vingtaine de minutes. Déjà très agréable. Ou sinon des navettes gratuites, 5 minutes. Des navettes gratuites qui sont mises à disposition du public. Alors, le château de Chantilly, eh bien, c'est un joyau du patrimoine français. C'est, en quelques mots, l'œuvre d'un homme, c'est ça. C'était le duc d'Aumale, Henri d'Orléans. Absolument. Donc, c'était le fils du dernier roi des Français, Louis-Philippe. Donc c'est le château de Chantilly, comme je l'ai dit, donc joyau du patrimoine, 8 siècles d'histoire, de grandes familles princières, Anne de Montmorency, les Bourbons-Condé, cousins des rois de France, et Henri d'Orléans, qui était tout simplement le plus grand collectionneur de son temps. Et il a consacré toute sa vie à amasser une collection richissime et faire de Chantilly un véritable musée de France. Et donc c'est aujourd'hui simplement la deuxième collection de peintures anciennes après le Louvre. Vous avez plus de 500 tableaux de maîtres, de Ingres, Delacroix, Raphaël. J'avais pas en tête que c'était la deuxième collection après celle du Louvre, ce qui est quand même tout à fait étonnant, et spectaculaire, parce que le Louvre, par définition, on sait, c'est quand même un des plus grands musées du monde. Absolument, c'est assez incroyable. C'est un véritable château-musée. Et vous avez aussi plus de 19 000 livres anciens. Vous avez une des plus grandes bibliothèques de France. Vous avez un certain nombre d'objets d'art, de mobilier, et j'en passe. C'est très, très, très impressionnant. Alors, pour ce week-end de l'Ascension, qu'est-ce que vous nous proposez? Il y a beaucoup de choses à faire à Chantilly. C'est aussi la capitale du cheval. C'est aussi la capitale du cheval. Donc vous avez en effet le château, vous avez les plus grandes écuries princières, on dit d'Europe, mais peut-être du monde. En vérité, on ne sait pas vraiment. Mais d'Europe, c'est sûr. Avec donc, le musée vivant du cheval, vous avez des spectacles équestres, vous avez des animations de dressage, mais vous avez aussi le parc, 115 hectares, donc en pleine nature, avec un jardin à la française, dessiné par André Le Nôtre, un jardin anglais, un jardin anglo-chinois.
Donc vous avez tout ce qu'il faut. C'est combien d'hectares le parc 115. 115 hectares. On voit à l'image des chevaux, vous parliez d'un spectacle, je crois que ça s'appelle Un jour à Paris, c'est ça le spectacle actuel? Absolument, ouais. Un jour à Paris, donc c'est une compagnie équestre de haut vol qui réside au château. Et donc il y a 3 spectacles tout au long de l'année. Un jour à Paris, donc printemps-automne. Un spectacle d'été qui va bientôt commencer et les spectacles de Noël. Un jour à Paris, c'est tout simplement un jour à la Belle Époque, en plein Paris, avec différentes scènes et plein de voltiges, de scènes de costumes. Je vous en dis pas plus, que c'est vraiment exceptionnel. Et c'est visible le soir, l'après-midi, il y a plusieurs représentations? Il y a plusieurs représentations, le jeudi, le dimanche, samedi et dimanche, à 14h30. Et on peut s'essayer au cheval? Vous faites pas des démonstrations, mais vous proposez qu'on s'essaye à l'équitation, je pense aux enfants notamment. Oui, alors pas avec on va dire, nos chevaux, qui sont vraiment réservés, dédiés au spectacle et aux animations. Oui, bien sûr. En revanche, vous avez les chevaux Henson qui proposent des balades et qui traversent avec un billet jumelé, qui traversent le parc et qui sont tout à fait possibles pour la famille. Alors qu'on a des petits, là aussi, pareil, c'est-à-dire pour pas trop les dégoûter de la randonnée, on peut les mettre sur des chevaux, c'est ça, Bien sûr. Et parcourir ce parc de Chantilly. À Chantilly, il y a aussi des expositions. Je crois que vous avez 2 expositions en cours. Oui. Une sur les mondes de Watteau jusqu'au 15 juin, c'est ça? Oui, ça va bientôt se terminer. Donc, Watteau, grand maître du XVIIIe siècle. Et c'est notamment un certain nombre de tableaux qui ont été sauvés des flammes de Los Angeles, d'un collectionneur qui nous a prêté certains tableaux. Extraordinaire. Qui sont aujourd'hui à Chantilly. Parce qu'elles étaient déjà à Chantilly, et alors qu'elles devaient être à Los Angeles, c'est ça? Non, il y a eu des incendies ou elles étaient à Los Angeles, chez un collectionneur privé, qui, c'était prévu, les a prêtées au moment de l'exposition. Et elles sont parties vraiment quelques jours, ont sauvé des flammes quelques jours avant. Et la maison de ce collectionneur a été complètement encerclée, miraculeusement préservée. Mais c'est pour ça que ça a fait la une des journaux, puisqu'ils ont failli être brûlés. Et on peut donc les découvrir au château de Chantilly. Et puis je crois qu'il y a une autre exposition, c'est les flottilles, c'est ça, princières. Les flottilles princières. Et alors surtout, même si ça commencera à partir du 7 juin, vous avez l'exposition événement sur les trérigeurs du duc de Berry. Les trérigeurs du duc de Berry, c'est tout simplement le manuscrit le plus précieux au monde. En quoi il est le plus précieux du monde? C'est très intriguant. Il représente en fait tous les faces, les richesses de la fin artistique, la fin du Moyen-Âge, avec ces enluminures qu'on connaît tous, ces calendriers des saisons, très très richement décorés, ça vaut absolument une fortune. Et on le voit, on dit souvent qu'il est plus facile de voir le président de la République, voire même le pape, puisque depuis la fin du 19e, on n'a pu l'observer que 2 fois. Et là, grâce à une opération de restauration, il va être présenté au public. Donc ça sera sans doute la première et la dernière fois que vous pourrez l'admirer. Et ça, c'est à partir de quand? C'est à partir du 7 juin. Du 7 juin. Jusqu'à début octobre. On voit très peu ce livre parce qu'il est très fragile. C'est ça que je comprends. Très, très fragile. Bien sûr, tous les manuscrits, tous les livres anciens, quand on fait des expositions, ne peuvent être montrés que quelques semaines, quelques mois à la lumière du jour. Pour les préserver. Pour les préserver, et ensuite ils sont remis dans les réserves du château. Alors Chantilly, évidemment, ça nous évoque quelque chose de très gourmand, qui est la crème Chantilly. Quelle est l'histoire d'ailleurs de la crème Chantilly? Pourquoi château de Chantilly, Chantilly? C'est là où a été inventée cette fameuse crème, c'est ça? Alors, on le dit, mais en vérité, pas la vraiment. Vérité. C'est là où elle a vraiment acquis ses titres de noblesse. Mais la vraie crème Chantilly, on l'appelait neige de lait, je crois, vient sans doute de l'Angleterre, au milieu du XVIe siècle. Mais en tout cas, c'est vrai que Chantilly a vraiment pris, et notamment à travers tous ces banquets, Faste et Vatel, ces titres au château de Chantilly. Et donc vous pouvez en effet la déguster, la vraie, qui n'a rien à voir avec la crème fouettée que l'on peut déguster dans les restaurants. C'est quoi la vraie crème Chantilly par rapport à la crème fouettée? La vraie, alors déjà vous pouvez la prendre dans les ateliers crème Chantilly, et on vous attend. D'accord, vous proposez des ateliers pour qu'on apprenne la crème Chantilly? Bien sûr, oui. Donc pendant le pont d'Ascension, n'hésitez pas. Et la vraie crème Chantilly, alors elle est très dense, c'est comme ça que c'est très très riche, avec un peu de fraises. Vous pouvez les déguster au hameau de la Reine, le hameau de la Reine qui en passant a tout simplement inspiré Marie-Antoinette pour son hameau à Versailles, donc qui a été construit avant le hameau de la Reine à Versailles.
Et donc c'est un magnifique petit endroit, un restaurant perdu au milieu du parc, entouré de nature. Ouais. Vous pouvez déguster votre crème chantilly et vos fraises. Et alors, est-ce qu'une fois qu'on a participé à l'atelier crème chantilly, on repart avec sa petite crème chantilly ou faut la déguster sur place, c'est mieux quand même, non? Alors déjà, vous faites une sieste. Ah, on fait une sieste. Vous reposez au bord d'un arbre, à côté d'une rivière. Non, vous pouvez repartir. Vous avez différents, en plus des chantilly salés, sucrés, et vous avez même parfois votre diplôme de fouetteur de crème. Mais c'est-à-dire, c'est vrai qu'être une crème chantilly, c'est pas si évident à faire, hein? C'est pas si évident. Vous avez essayé, vous, Aymeric? J'ai essayé, vous avez réussi? Figurez-vous que je suis chevalier fouetteur de crème. Chevalier, puisque il y a une confrérie des chevaliers fouetteurs de crème. Et donc j'ai été bon dernier, je crois. Mais vous avez le titre? Mais j'ai le titre. Merveilleux. Le château de Chantilly, je crois, est en lice pour devenir le monument préféré des Français, édition 2025, c'est ça? Racontez-moi. Absolument. Alors là, les premiers votes sont terminés. On attend les résultats. Mais en tout cas, ça a mobilisé vraiment tout le département. Donc on espère gagner. Remporter le titre. Et quand est-ce qu'on saura? C'est dans le cadre d'une émission, c'est ça, sur le service public, hein? Voilà, exactement. On aura les premiers résultats en septembre, et puis ensuite il y aura la deuxième étape pour le concours final. C'est combien de gens, de visiteurs avez-vous en moyenne à Chantilly? En moyenne, par an, c'est autour de 500 000 visiteurs par an. C'est autant, ils viennent d'où ces visiteurs? Vous avez des étrangers également? On a des étrangers, on a environ 30% d'étrangers, surtout des Belges, des Américains, des Allemands. Et puis sinon, après, beaucoup d'habitants de la région des Hauts-de-France, Île-de-France, l'Oise, Val d'Oise. C'est assez varié. Merci à vous, Aymeric Darcimol, d'être venu avec nous. Merci à tous, merci à vous trois pour votre présence, vos conseils, vos bons plans pour passer un excellent week-end de l'Ascension. Je vous le souhaite par ailleurs. Merci d'avoir été avec nous. Maintenant, on va ouvrir notre page culture. Beaucoup. Allez, on va partir 200 ans en arrière, 200 ans jour pour jour. Le 29 mai 1825 se déroulait à Reims une cérémonie de sacre, celle du roi Charles X, un sacre au faste inouï. Et c'est cet événement qui est raconté à la Galerie des Gobelins à Paris. Une magnifique exposition qui nous plonge dans les coulisses et préparatifs du dernier sacre. Bonsoir Geoffroy Caillet. Bonsoir Emmanuel. Vous êtes rédacteur en chef au Figaro Histoire. Le dernier sacre, je le disais, c'est celui de Charles X. C'était il y a 200 ans, jour pour jour. On va démarrer un petit peu avec un petit cours de généalogie, de pédagogie. Qui est Charles X? Alors Charles X, c'est le dernier frère de Louis XVI. Trois frères auront régné. Louis XVI avant l'Ancien Régime, qui est sacré pile 50 ans avant Charles X, en 1775. Louis XVIII va lui succéder en 1814 à la chute de Napoléon. Et puis ensuite, après la mort de Louis XVIII en 1824, Charles X monte sur le trône à son tour. Ce sera le dernier des Bourbons à régner. Mais entre les deux, évidemment, il s'est passé un gouffre. Il y a eu la Révolution et l'Empire. Entre le sacre de Louis XVI, le frère aîné, et les deux frères, dont Louis XVIII qui n'est pas sacré, et Charles X qui sera sacré le 29 mai 1825, il y a eu vraiment un événement qui a modifié le cours politique de la France. Donc la monarchie dont Louis XVIII est le représentant et son frère après lui à partir de 1814, c'est une monarchie constitutionnelle, une monarchie selon la charte. La monarchie d'Ancien Régime n'avait pas de Elle était de droit divin, c'est ça. Elle était de droit divin, alors que là, la monarchie va composer avec une assemblée et ça va être un peu toute la tension pendant toute la Restauration, donc de 1814 à la chute de Charles X en 1830. À travers ces deux rois, il va y avoir une tension entre l'idée traditionnelle de la monarchie incarnée par les souverains et surtout Charles X, et puis les nouveaux pouvoirs, principalement l'Assemblée. Alors pourquoi cette volonté de Charles X de se faire sacrer ?
Alors c'est vrai que son frère avait renoncé à se faire sacrer. On a dit que c'était à cause de sa santé. Il était le roi podagre. Il pouvait à peine marcher parce qu'il était très handicapé, surtout à la fin de sa vie. Mais en réalité, jusqu'à 6 mois avant sa mort, en septembre 1824, on a des documents qui nous disent qu'il a hésité malgré tout à le faire. Et s'il l'a pas fait, ça a été pour des raisons politiques, parce qu'il ne voulait pas froisser les libéraux. La charte de 1814 n'interdisait pas formellement le sacre. Et il y avait pensé, puisque dès 1814, on se met à composer un manteau de sacre dont on reparlera, puisqu'il a servi à son frère. Charles X, lui, en revanche, veut absolument se faire sacrer, parce que pour lui, c'est la meilleure façon d'apparaître comme le roi qui incarne la monarchie, et il veut évidemment, même s'il règne selon la charte, le plus possible se rapprocher de la monarchie de son frère aîné Louis XVI, dont son frère aîné Louis XVI a été la dernière incarnation. Donc il y a une volonté politique dans l'attitude de Charles X, et qui, à travers cette cérémonie, du sacre, et qui vraiment entend imposer vraiment cette dimension devant laquelle son frère aîné avait finalement renoncé. Il faut dire que Louis XVIII était beaucoup plus fin politique que lui, et il sentait que le sacre ne serait pas populaire. C'est pour ça qu'il avait renoncé. Charles X, lui, veut passer outre cette frange des libéraux qui estiment que le sacre, c'est trop une manifestation de l'ancienne monarchie, et que si l'on veut être dans les cordes de la nouvelle monarchie selon la charte, de la monarchie constitutionnelle, surtout qu'on parle de sacre, pas de couronnement. Parce que les Anglais... Quelle est la différence alors, le sacre-couronnement ? Couronnement, on vous pose simplement une couronne sur la tête. Le sacre, il y a une dimension presque un peu divine quelque part. Oui, il y a une dimension mystique, il y a une dimension divine, ça passe par un certain nombre d'onctions. La plus célèbre, c'est celle qui est faite avec le Saint-Crème. C'est de cette façon-là. C'est très codifié. C'est une cérémonie très codifiée qui rappelle historiquement l'onction des anciens rois d'Israël. Donc si le roi de France est monarque par la volonté de Dieu, il reçoit cette onction à la manière des rois d'Israël, notamment le roi David. Et donc revenir à la cérémonie du sacre, proprement dit, plus que d'un simple couronnement, c'est, après la Révolution et l'Empire en tout cas, quelque chose d'assez osé compte tenu de l'opinion de l'époque. C'est pour cette raison-là que cette cérémonie est particulièrement fastueuse, c'est ça ? Oui, parce que l'idée de Charles X, c'était de donner évidemment tout le rayonnement possible à ce moment, sans que ça coûte non plus trop cher, évidemment. Il avait compris qu'il fallait composer avec l'opinion, mais il fallait que la cérémonie du sacre soit un moment, pour lui en tout cas, d'union à nouveau des Français avec le roi, quand bien même il ne serait que monarque constitutionnel. Donc si vous voulez, il y a une sorte de mélange dans cette cérémonie du sacre voulue par Charles X et préparée en seulement 6 mois, de novembre 1824 à mai 1825. Donc il y a eu un déploiement d'énergie et de savoir-faire absolument extraordinaire de la part de la Maison du Roi. Il y a un mélange entre des faces qui rappellent, en tout cas en apparence, ceux de l'Ancien Régime. C'est très brillant, c'est très coloré. Oui. Et quelque chose en même temps de très nouveau, dont on va avoir l'occasion de parler, puisque les objets qui servent au sacre, les décors qui servent au sacre, en réalité sont adaptés au goût du jour, et surtout la cérémonie même du sacre, à travers les serments que le roi prête, sont adaptés au goût du jour. Mais le goût du jour, c'est celui de 1825 ? Oui, c'est celui de 1825. Il y a un premier élément qui est l'irruption du goût néo-troubadour, néo-gothique. C'est un mouvement qui a commencé un peu sous l'Empire, du moins en peinture, mais dont le fer de lance va être la duchesse de Berry, c'est-à-dire la propre belle-fille de Charles X, la femme du duc de Berry qui est assassinée en 1820. Et elle lance vers 1818 le style néo-gothique. Elle s'inspire du style troubadour, et elle lance en plus le néo-gothique. Donc on est 20 ans avant Viollet-le-Duc, avant la reconstruction de Notre-Dame, et on se passionne à nouveau pour un Moyen-Âge de fantaisie. Alors ça tombe bien, la cathédrale de Reims est une cathédrale de pur style gothique, et donc on va se servir de ce décor gothique, mais on va à l'intérieur l'habiller avec des décors de carton-pierre, c'est l'équivalent du carton-pâte, et de toile peinte, de façon à manifester que le
le mouvement gothique à l'époque était beaucoup plus coloré que simplement la pierre blanche qu'on a aujourd'hui dans nos cathédrales. Donc il y a un goût décoratif, un sens décoratif très fort qui est mis dans cette cérémonie. Et de ce point de vue-là, on est vraiment dans un style nouveau qui copie sur l'ancien, si vous voulez, mais qui n'existait pas sous l'Empire. Sous l'Empire, c'est le règne du néoclassicisme, c'est-à-dire le style grec, le style romain, et ça a commencé sous Louis XVI, c'est pas Napoléon qui l'a inventé. Mais sous Charles X, 20 ans ont passé et c'est la mode du néo-gothique. Et donc, toute la cérémonie va être placée sous le signe de cette brillance, de cette couleur. Et il y a un côté, si vous voulez, sacre en technicolor dans la cérémonie qui a lieu à Reims le 29 mai 1825. Comment l'opinion publique, elle vit justement ce sacre? Elle approuve, elle conteste? Alors, je ne pense pas qu'il y ait d'études très précises qui aient été faites vraiment sur le sentiment des gens. Il faudrait le faire département après département, si vous voulez. Il y a une opinion politique déjà qui est majoritairement défavorable ou qui attend la cérémonie du sacre avec beaucoup de circonspection, en tout cas la frange libérale. Dans l'opinion, les gens sont plutôt indifférents. Si le roi veut se faire sacrer, après tout, pourquoi pas. Les gens les plus anciens se rappellent le sacre de Louis XVI en 1775, il y a quand même beaucoup de survivants. Mais bon, il y a tous ceux qui sont nés depuis, qui ont simplement 20 ans, il y a une nouvelle génération qui est arrivée et qui attend de voir un peu à quoi va ressembler cette cérémonie. Ensuite, il y a une opinion qu'on peut cerner de façon plus précise, c'est celle de la ville de Reims. Il y a 30 000 habitants à Reims en 1825 et la ville accueillant le sacre, les bourgeois de la ville sont mis à contribution pour accueillir la suite royale et ça déclenche, si vous voulez, une certaine liesse, surtout qu'évidemment, il faut accueillir le roi le mieux possible et notamment le maire de Reims, Ruinart de Brimont, de la famille du Champagne-Ruinart, accueille le roi évidemment avec tous les égards possibles, il lui remet les clés de la ville, le roi arrive dans un carrosse doré extraordinaire. Un carrosse qu'on voit d'ailleurs à la Galerie des Gobelins. On le voit à moitié. Il est présenté de profil parce que l'original est tellement, on l'a conservé, mais il est tellement monumental qu'il ne peut plus vraiment bouger de la Galerie des Carrosses de Versailles, dont il est le principal fleuron. Donc on n'a pas pu l'apporter à la Galerie des Gobelins, mais voyez que Jacques Garcia, qui est le scénographe de l'exposition, a représenté de profil en coupe ce carrosse extraordinaire qui a été conservé et transformé en 1856 pour le baptême du prince impérial, fils de Napoléon III et d'Eugénie. Il est attelé de 8 chevaux. Alors on le voit très très bien là sur cette peinture qui représente là l'entrée du roi à Paris après la cérémonie de Reims. Et donc, ce face extraordinaire, les Rémois essaient d'y répondre en accueillant le roi sous les vivas, sous les bravos. On dresse des arcs de triomphe, comme on l'avait fait à l'époque du règne du sacre de Louis XVI, en carton-pâte, pour accueillir le roi des faubourgs de Reims jusqu'à son entrée dans la ville, à la cathédrale, et juste à côté de la cathédrale, le palais du Thau, qui est le palais archiépiscopal, où le roi va résider avant et après son sacre, et festoyer en particulier. Pourquoi Reims? Parce que c'est la cathédrale de Clovis, c'est ça? Oui, c'est là que Clovis a été baptisé, et il y a une très vieille tradition qui fait que les rois s'y font sacrer. Alors il y a des exceptions, vous savez qu'Henri IV a été sacré à Chartres, mais parce que Reims était encore aux mains de la Ligue à l'époque, c'est-à-dire encore en opposition à la monarchie des Bourbons. Et donc là, c'est un retour vraiment à la tradition. Les rois Bourbons, après Henri IV, ont été sacrés à Reims. Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Donc pour Charles X, il est évident que ça ne peut être qu'à Reims, alors même que l'Assemblée avait proposé éventuellement le Panthéon, qui était l'ancienne église Sainte-Geneviève, devenue Panthéon sous la Révolution et rendue au culte sous l'Empire. Donc pourquoi pas le faire à Sainte-Geneviève à Paris, ou alors même à Notre-Dame de Paris carrément. Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais Charles X estime que ça rappelle trop le sacre de Napoléon, de se faire sacrer à Notre-Dame. Il préfère, comme dit la formule de la Charte, renouer la chaîne des temps et donc se faire sacrer à Reims. Et donc vous voyez qu'il y a une sorte d'opération... renouer l'histoire avec l'histoire des rois de France, c'est ça? Oui, il y a une sorte d'opération revival extraordinaire, pardon pour cet anglicisme, mais qui permet de s'ancrer dans un plus lointain passé et de faire comme si rien n'avait changé. C'est ça justement le paradoxe de ce dernier sacre, de ce sacre de Charles X, c'est à la fois la fin d'un monde et l'émergence d'un nouveau monde, puisque ce roi, eh bien, il est dans ce monde, au cœur de la révolution industrielle, c'est ça, du 19e siècle. Oui, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que quand on regarde de près le sacre, il y a des choses qui ont été changées, je vous le disais, dans les formules du sacre. Le roi, par exemple, va prêter serment sur la charte,
ce qui est évidemment tout à fait nouveau, puisqu'il n'y avait pas de charte sous l'Ancien Régime, comme on l'a dit. Il va s'abstenir de prêter le serment sur les hérétiques, puisque la charte garantit la liberté religieuse, donc il n'y a plus de raison pour le roi très chrétien de chasser l'hérésie. Et puis vous avez raison, on est en pleine révolution industrielle, et il y a des signes très forts de cette révolution industrielle dans les objets même du sacre, notamment le manteau, dont on va probablement parler. On va en parler tout à l'heure en détail. Et donc, si vous voulez, quand on regarde de près, ce sacre a une apparence d'ancien monde, ouais. Mais en réalité, il n'échappe pas à son époque, comme n'importe quelle réalité humaine, si vous voulez, il est tributaire de son temps, et malgré ce désir de Charles X de tout faire comme autrefois, il va, et finalement pour le plus grand rayonnement de son sacre, se prêter à toute cette ambiance de révolution industrielle qui va participer à l'éclat même de la cérémonie. Et comment elle arrive, et comment elle participe, cette révolution industrielle, dans cette cérémonie ? Alors, d'abord, on fait travailler, comme sous l'Ancien Régime, les meilleurs artisans, notamment le velours de soie lyonnais en particulier, qui va être filé tout pendant les 6 mois de la préparation du sacre. On voit à l'écran le manteau du sacre. Le manteau du sacre, c'est vraiment une splendeur absolue. Eh bien, passons alors. Je vous propose qu'on aille justement sur ce manteau du sacre, puisque je vais vous demander de sélectionner 3 objets, Geoffroy. Et donc, vous avez choisi le manteau du sacre. Alors, ce manteau du sacre. Ce manteau, il a été confectionné par un fabricant parisien qui s'appelle d'Allemagne, un brodeur. Il a été confectionné, je vous le disais, dès 1814 pour Louis XVIII. Puisque Louis XVIII n'a pas été sacré, il va finalement servir, après quelques ajustements, à Charles X. Il est en velours de soie violet. Le violet, c'est la couleur du sacre depuis la fin de l'Ancien Régime. Et il est brodé de cantilles d'or, c'est-à-dire c'est une broderie avec un fil métallique recouvert d'or. Il est brodé de fleurs de lys innombrables, c'est l'expression. Et sur tout son pourtour, on voit évidemment une bordure d'hermine. Et ce qui est très intéressant, c'est que le brodeur d'Allemagne a dû broder non seulement le manteau pour le roi, mais le manteau des princes du sang, c'est-à-dire du duc d'Angoulême, son fils, des princes d'Orléans, qui sont la branche cadette de la maison de Bourbon. Il a dû travailler aussi pour des pairs de France. Les pairs de France, c'est les membres de la chambre haute de la monarchie constitutionnelle. Donc il a eu tellement de travail qu'il a dû employer une technique pour remplacer ici et là la cantille d'or et pour aller plus vite, en remplaçant cette cantille par des petites plaquettes de laiton estampé. L'estampage, c'est une technique de la révolution industrielle, et colorié. Et donc, si vous voulez, l'effet est absolument bluffant, hein, on ne voit que de la cantille d'or, mais dans le détail, on voit bien que la révolution industrielle s'est invitée de façon à aller plus vite, et pour un résultat qui, à l'œil, est tout aussi frappant. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, en réalité, le manteau du sacre, d'origine, est au Palais du Tau à Reims. C'est ce que j'allais vous dire, c'est le réel manteau du sacre ? Le manteau du sacre, il est conservé au Palais du Tau, il est actuellement en restauration, mais l'année suivante, en 1826, Charles X avait demandé une copie exacte de son manteau pour servir aux cérémonies funéraires de ses parents, le dauphin de France, puisqu'il n'a pas régné, et sa femme Marie-Joseph de Saxe, et il avait confié à la cathédrale de Sens, donc donné au trésor de Sens, ce manteau pour accompagner la cérémonie annuelle pour le repos de l'âme de ses parents. Et donc, celui qui est présenté à l'exposition que vous avez sous les yeux, c'est le jumeau exact, contemporain absolu du manteau du sacre, mais conservé à la cathédrale de Sens. Il y a dû avoir un peu de la rénovation sur ce manteau avant de le sortir et de l'exposer, justement. Enfin, oui. Il a dû être restauré. Il a été restauré, la cantille d'or a été restaurée par les ateliers du Mobilier National, puisque le Mobilier National, ce sont à la fois des réserves où sont conservés de très nombreux objets de l'Ancien Régime et ensuite des régimes qui se sont succédés, mais également des ateliers de restauration, de textiles énormément, de lustrerie, on en voit à l'écran. On connaît les lissières du Mobilier National. Voilà, la tapisserie en particulier. Ouais. Mais beaucoup les textiles justement sont très présents dans le sacre. Je parle évidemment du manteau, mais il y a tous les dais. Le dais qui était suspendu comme flottant en l'air dans la cathédrale de Reims, au-dessus de l'endroit sous lequel Charles X se tenait au moment des onctions et au moment vraiment du sacre par l'archevêque de Reims, mais également un autre dais que l'on voit à l'écran où il se tenait pendant le reste de la cérémonie avec son trône en dessous.
tous ces dais avaient été conservés dans leur partie en bois doré, et le velours de soie violet, là où ça a été nécessaire, a été retissé par la maison Lelièvre de façon à obtenir exactement l'effet qu'il présentait en 1825. Allez, le temps passe très vite, mais on va passer à un autre objet. Enfin, c'est le décor intérieur de la cathédrale de Reims en style néo-gothique qui a été reconstitué pour l'exposition par Pasquale Mascoli, c'est ça? Oui, Pasquale Mascoli, c'est un jeune décorateur qui a travaillé au Théâtre de la Reine à Versailles et qui réalise des décors peints comme autrefois, donc typiquement des décors de théâtre comme au Théâtre de la Reine, mais également il a reconstitué ce décor éphémère dont je vous parlais de l'intérieur de la cathédrale de Reims, c'est-à-dire un habillage de la nef principale, en dessous duquel vous voyez des tribunes où se tenaient les invités à la cérémonie. Et alors ce décor, il représente la plupart des rois depuis Clovis, et il menait en sens chronologique jusqu'au jubé, c'est-à-dire cette partie centrale avec le dais que l'on a vu juste avant, où se tenait Charles X. L'idée était de dire que c'est toute l'ancienne monarchie, vous voyez, qui menait à la nouvelle monarchie incarnée par Charles X. Ce décor a été réalisé par un dessinateur très talentueux qui s'appelait Cicéry. Évidemment, il n'avait pas été conservé, il était, je vous le disais, en toile peinte et en carton-pierre. Et donc, Pasquale Mascoli l'a reconstitué sur 2 travées dans la nef principale de la Galerie des Gobelins, partie qui représente vraiment l'intérieur de la cathédrale de Reims. Et alors, on se croyait à l'époque, et on s'y croit quand on va voir l'exposition, on se croyait vraiment au théâtre. Parce que ça ressemble, ce sont vraiment des loges de théâtre. C'est un décor qu'on voyait à l'époque dans les théâtres parisiens, et les invités avaient des numéros de loge, justement. Il manquait plus que l'ouvreuse pour vous indiquer votre place. Donc, tout cet aspect théâtral, si vous voulez, fait vraiment partie de la cérémonie et a accentué aux yeux des contemporains, dont le jeune Victor Hugo, qui a même déclamé une ode au roi, a accentué ce caractère absolument spectaculaire. Autre objet que vous avez sélectionné, Geoffroy, c'est le cristallocérame au profil du roi Charles X. Alors le cristallocérame, c'est aussi une nouvelle technique qui a commencé quelques années avant la Révolution, et c'est l'union de 2 savoir-faire, celui de la porcelaine de Sèvres, en l'occurrence un biscuit de Sèvres, c'est-à-dire une porcelaine non émaillée, et l'art de la cristallerie, avec la cristallerie en particulier de Montcenis ou du Creusot, c'est son autre nom, et on est parvenu quelques années plus tôt à insérer ces médaillons, donc c'est très souvent des bustes de profil, en céramique, au cœur d'un cristal issu de Montcenis. Et donc, ce que vous avez sous les yeux, c'est une bonbonnière à l'effigie de Charles X en cristallocérame, et ça fait partie des objets de luxe qui ont été diffusés dans la population française par la grâce des grandes manufactures, donc en l'occurrence Sèvres et le Creusot, à destination de la population pour avoir chez soi un souvenir de Charles X. C'est un petit souvenir. C'est un petit souvenir. Alors ça, c'est la version de luxe. Ça devait coûter un peu d'argent quand même. Ça coûtait un peu d'argent. Ça coûtait probablement plusieurs centaines de francs de l'époque. Il y avait des souvenirs beaucoup plus accessibles. Il y avait des petits jetons en cuivre. Et puis, après le sacre, des héros d'armes ont jeté à la foule rémoise et à tous ceux qui étaient là des médailles en argent représentant le roi au moment du sacre. Alors cette exposition qui se tient au Gobelin, vous m'avez dit qu'elle était assez extraordinaire. Elle a été scénographiée par le grand Jacques Garcia. Elle est sous le commissariat de Stéphane Bern. En quelques mots, pourquoi elle est si extraordinaire, cette exposition, Geoffroy Caillet ? Elle est exceptionnelle parce qu'elle nous fait voir des objets que probablement... On ne reverra plus, c'est ça ? Qu'on n'avait déjà pas vu ? On ne les avait pas vus depuis très très longtemps parce qu'il n'y avait jamais eu d'exposition consacrée au sacre de Charles X. C'est la première fois qu'une telle exposition est organisée. Il faut dire que Charles X n'a pas bonne presse puisqu'il a été détrôné 5 ans après ce sacre, et que, comme ça a été en plus dans le cadre de la suspension ou la limitation de la liberté de la presse, vous voyez qu'il y a plein de gens, et Stéphane Bern lui-même, journaliste, le dit, qui avaient de bonnes raisons d'oublier Charles X. Et en réalité, l'exposition permet de redécouvrir vraiment la magie, en quoi a consisté ce sacre. Je parlais donc de sacre en technicolor. Il y a un petit côté Belle au bois dormant dans la version Walt Disney, c'est-à-dire un Moyen-Âge de fantaisie absolument fascinant. Et puis, c'est une exposition qui manifeste, comme si vous y étiez, vraiment l'excellence de ce savoir-faire des arts décoratifs français. À l'époque, la France est encore vraiment le centre du monde, on peut dire, des arts décoratifs. Et il y a eu 4 ans plus tôt le couronnement de Georges III d'Angleterre. Et donc, l'idée, c'est que le sacre de Charles X
devaient rivaliser en brillance par rapport à ce sacre. À nos chers voisins anglais. Voilà, et on peut dire que vraiment le pari a été remporté. Le velours de soie ruisselle, les dorures ruissellent. Il y a des objets extraordinaires, vraiment qu'on avait oubliés. Je pense aux tenues des héros d'armes qui font penser quasiment aux valets de cœur dans Alice au pays des merveilles. Vous voyez, on ne pensait pas, après l'Empire après la Révolution et l'Empire, revoir des personnages habillés comme au XIVe siècle peut-être. Et c'est toute cette magie d'un imaginaire français aussi que restitue l'exposition des Gobelins. Merci Geoffroy Caillet d'avoir été avec nous et de nous avoir fait partager votre enthousiasme. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du Figaro Histoire, dont le nouveau numéro sera en kiosque mercredi prochain. Un numéro consacré aux guerres grecques, les guerres médiques. Merci d'avoir été avec nous. Bienvenue en Ile-de-France. C'est déjà fini. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à la fine équipe qui m'a accompagnée lors de cette émission. Romain, Louis, Cécile, Camille, Thomas et Cyprien. À bientôt sur Figaro TV.